Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série Apprendre les kanji avec plaisir. Alors dans cette première partie qui est une introduction, on va voir ce qu'il est important de connaître pour bien comprendre les kanji. On verra aussi 4 grandes catégories de kanji. Alors les spécialistes classent les kanji dans beaucoup plus de catégories que ça, mais c'est pour simplifier. Et on verra aussi le mythe de la méthode de lecture universelle, selon lequel une méthode permettrait de lire tous les kanji. Alors, ce qu'il est important de savoir pour bien comprendre les kanji, c'est qu'ils ne se sont pas faits en une journée. D'une part, ils sont arrivés il y a très longtemps au Japon, mais en plus, les Japonais les ont simplifiés en partie en 1946, 1949 et 1951. Certains, qu'on appelle les kokuji, ont même été fabriqués au Japon. Généralement, un kanji a plusieurs lectures. Une ou plusieurs lectures d'origine chinoise, qu'on appelle on-yomi, et une ou plusieurs lectures d'origine japonaise, qu'on appelle kun-yomi. Mais par exemple, les caractères qui ont été créés au Japon, les kokuji, ils n'ont pas de lecture on. Et certains kanji qui désignaient des choses qui n'existaient pas au Japon, eux, n'ont pas de lecture kun. Visuellement, un kanji contient généralement plusieurs parties. On retrouve souvent ces parties-là dans d'autres kanji, mais pas forcément au même endroit. Par rapport à l'écriture, un kanji s'écrit selon un ordre bien défini et pas comme on le sent. Et chaque kanji a un nombre de traits bien précis. Enfin, il y a 2136 kanji d'usage courant qu'on appelle les Jōyō kanji, et les élèves japonais sont censés tous les connaître à la fin du collège. On va voir maintenant 4 catégories fondamentales dans lesquelles on peut classer la plupart des kanji. La première catégorie, c'est celle des pictogrammes simples, qu'on appelle shokemoji. La deuxième catégorie, c'est celle des idéogrammes simples, qu'on appelle shijimoji. La troisième catégorie, c'est celle des idéogrammes composés, qu'on appelle kai-moji. Et la quatrième, celle des idéophonogrammes, qu'on appelle keisei-moji. Les pictogrammes simples, c'est quoi? Ce sont des kanji qui représentent quelque chose de concret, plus ou moins stylisé. Par exemple, l'arbre, ki, ou l'homme, hito. Ils sont relativement simples à comprendre, mais malheureusement peu nombreux. Les idéogrammes simples, eux, sont une représentation symbolique ou abstraite des choses. Par exemple, le haut, ue, ou le milieu, naka. Comme les pictogrammes simples, les idéogrammes simples sont plutôt faciles à comprendre. Et comme les pictogrammes simples, ce sont probablement les kanji les plus connus. Pourtant, ils sont encore moins nombreux que les pictogrammes simples. Maintenant, les idéogrammes composés. Alors pourquoi composés? Parce qu'ils sont formés d'au moins 2 pictogrammes ou idéogrammes simples. Et cette association a toujours une signification. On ne fait pas ça pour le plaisir, ou comme on le verra avec la dernière catégorie de kanji, pour avoir une partie qui donne le sens et une autre partie qui donne la prononciation. Là, il y a vraiment les 2 parties qui apportent une signification. C'est pour ça que leur sens est plus complexe que les pictogrammes simples ou les idéogrammes simples. Par exemple, la forêt, mori, elle est représentée par 3 kanji de l'arbre. Parce que quand il y a plein d'arbres, c'est une forêt. Pareil pour la crête ou le col en montagne, toge. On voit qu'à gauche, il y a le kanji de la montagne, et à droite, en haut et en bas, on a le kanji du haut et le kanji du bas. Cette catégorie inclut les fameux kokuji, les kanji qui ont été fabriqués au Japon, mais malgré ça, les idéogrammes composés ne sont que 2 fois plus nombreux que les pictogrammes simples, donc ça reste encore assez modeste. Quatrième et dernière catégorie, les idéophonogrammes. Alors là, c'est du lourd. Ils représentent plus de 80% des kanji. Et ces kanji ressemblent à quoi? Généralement, c'est des kanji qui ont 2 parties. Une partie gauche et une partie droite, ou une partie haute et une partie basse.
et l'une donne le sens et l'autre la prononciation. Alors souvent, mais ça marche pas toujours, c'est la partie gauche ou la partie haute qui donne le sens et la partie droite ou la partie basse qui donne la prononciation. Alors est-ce que c'est utile de savoir ça? Franchement, quand on débute, non. Par contre, quand on commence à connaître un certain nombre de kanji, là ça peut vraiment donner des pistes, soit sur le sens, soit sur la prononciation. Dernière partie de cette vidéo, le mythe de la méthode universelle. Alors est-ce qu'il existe une méthode universelle qui permettrait de lire ces 4 catégories de kanji de la même façon? Évidemment non, parce que ces 4 catégories, elles sont vraiment différentes. Mais comme les kanji des 3 premières catégories, qui sont pas si nombreux que ça, tu vas les rencontrer très souvent, tu finiras par les mémoriser. Là où ça va coincer un peu, c'est avec les idéophonogrammes, parce qu'ils représentent 80% des kanji que tu vas rencontrer. Mais pour la lecture, tu as une piste. Tu sais que souvent, la partie droite ou la partie basse donne la prononciation. Ça ne veut pas dire que tu comprendras le sens, mais en tout cas, tu pourras les lire. Et plus tu connaîtras de kanji, et plus tu verras que c'est facile à lire. Tu vas développer une sorte d'intuition et tu auras l'impression que ça se lit comme ça. Et souvent, ce sera le cas. En tout cas, moi c'est ce que je constate après à peu près 1 an et demi de lecture d'articles de journaux japonais. Apprendre les kanji avec plaisir, première partie, c'est presque fini. Ne manque pas le récapitulatif en musique juste après. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, si elle t'a intéressé, si tu veux supporter la chaîne, abonne-toi.